Donc, histoire, on commence, ça remonte à longtemps. Caravani, on existe depuis 1998. Il y a eu plusieurs gros projets de montagne. La Concagua, entre autres, existe depuis presque les tout débuts, là, 2002 à peu près. Mais on s'est lancé des gros projets. Mais à l'époque, la Madablam, entre autres, au Népal, avec, ouais, j'ai un blanc avec Claude, qui est décédé aujourd'hui. Bref, tu sais, des guides d'envergure qui ont parcouru l'histoire de Caravanier. On s'est lancé sur un 8000 mètres en 2005, le Chapangma au Tibet. On a aussi des foleries Baruntsé, donc c'est un 7000 mètres qu'on retrouve dans le fin fond de la région de l'Everest puis du Makalu. Euh, tu sais, donc, plusieurs grands projets qui ont été des étoiles filantes, là, c'est pour ceux qui connaissent le concept, c'est-à-dire quelque chose de très hot qui passe une fois de temps en temps. Mais une tradition, ça fait partie vraiment de la tradition caravanier de l'ADN, même si c'est pas la grosse majorité des voyages qu'on fait, ça reste que ça, c'est toujours là. Donc, ça remonte à loin. Donc, une banque de clients, pas de clients, mais de contacts qui est vraiment très solide à ce niveau-là, autant chez Caravanier que moi par mon parcours personnel. Donc, j'ai pu, à travers le temps, soit comme grimpeur personnel, individuel, là, ou à travers mes séjours de guidage, faire, je sais pas moi, 25 sommets peut-être sur la planète. On voit ici quelques exemples ici qui ont une fois ou l'autre passé à travers une organisation de voyage encadrée, tu sais. Donc, peut-être sur le Manaslu au Népal, là, 8000 mètres, j'ai jamais osé avoir la prétention de pouvoir guider ça. Mais disons que on est très à l'aise dans tout ce qui est l'univers des 6000, 5000 et 7000, quand ça donne. Donc, tu sais, grosse expérience comme ça, mais surtout, toute cette expérience-là, maintenant, après 20 ans de métier, elle me sert beaucoup comme organisateur, logisticien de montagne. C'est pas mal la force que je mets dans l'équipe de Caravanier. Puis bon, on a plusieurs guides aussi qui sont pas là ce soir pour en parler, là. Mais disons que je vais parler au nous pour représenter les 7 montagnes. Si on regarde sur une carte, je vais essayer de vous mettre ça full screen maintenant, vu que la zone chat, on peut la faire disparaître. Voilà. Donc, on regarde ça, là. En rouge, c'est les montagnes existantes de la couronne des sept. Le concept des sept, je le parle dans 2 secondes, mais c'est quelque chose qui va tourner aux 2 ans. Donc, il va y avoir des étoiles filantes aussi là-dedans. Puis, il y en a qui sont en bleu, c'est les sommets qui sont en voie d'être le septième. Donc, si on regarde les 6 en rouge, OK, c'est le Pico de Orizaba puis le Toluca au Mexique, on appelle les volcans mexicains. Cotopaxi Cayambe, c'est les volcans d'Équateur. La Concagua en Argentine, plus haut sommet des Amériques. Kilimanjaro, vous connaissez, plus haut sommet aussi d'Afrique. Dans ce cas-ci, deux fois, ça fit avec le concept des plus hauts sommets des continents, là. Mais la beauté n'étant pas le critère d'être le plus haut du continent. Mera Peak au Népal, un grand classique qui remonte à 2009 à peu près, qu'on fait, je vous dirais, à peu près à tous les 2 ans. Donc, cette année, ça s'annonce bien, by the way. Et Peklénine au Kirghizistan. Peklénine au Kirghizistan, ça, c'est un emprunt de mon expérience personnelle à travers une autre agence que j'amène dans Caravanier. Donc, 5 expéditions guidées entre 2014 et 2018. Donc, quasiment tous les années dans cette époque-là. COVID, retour chez Caravanier. Bref, là, on le remet au tableau des 7 pour 2026. Et dans les 3 prospects pour devenir la 7e plus belle, dans le premier cycle, on a, si je repars à l'ouest, donc l'Oros del Salado, qui est le plus haut volcan du monde qui est situé au Chili avec 6893 mètres à peu près. Donc, on est à peu près 70 mètres plus bas que la Concagua. C'est le deuxième plus haut sommet des Amériques et de l'Amérique du Sud. On a Illimani Huayna Potosi qui se trouve en Bolivie. Très beau classique que vous allez voir. Puis un petit nouveau qui s'ajoute dans le prospect, dans le tableau des prospects, on a le mont Kazbek en Géorgie. Projet que j'ai pu guider en 2015, qui est une superbe belle montagne qui fait tout juste 5050 mètres à peu près, mais qui, par sa forme très esthétique, très conique, mérite cette palme. Et surtout aussi parce que c'est dans un très beau pays qui est à découvrir, qui se nomme la Géorgie. Donc voilà. Donc,
ces concepts de montagne se décortiquent, pas ces concepts, mais ces 7 plus belles, disons, peuvent se décortiquer en 3 types ou 3 formules ou approches. OK? Premièrement, un trek et des ascensions en étoile depuis quelques camps de base. Donc ça veut dire quoi? Les cas de figure, c'est volcan mexicain, par exemple, ou Équateur, où là, on va établir camp de base dans une ville ou un village, ou même un refuge, puis après ça, de là, faire des ascensions qui se déroulent en 1 ou 2 journées à peu près. Donc souvent, ce sont une formule de voyage où c'est plus, ou d'expédition qui est plus confortable parce qu'on redort toujours, ben, souvent au même endroit. Puis parce que ces endroits-là sont plus bas en altitude, donc plus d'infrastructures, c'est souvent des auberges ou des refuges relativement confortables. Donc, si on va appeler ça ascension en étoile. Okay? Ça, on a les grands treks qui mènent à des sommets. Le Mérapé qui est le meilleur exemple, un long trek au Népal qui aboutit en fond de vallée très haut. On s'acclimate pendant le trek. Puis après ça, on fait l'ascension, souvent aussi en 2 à 3 jours. Et donc, le sommet devient un peu la cerise sur le gâteau. OK? Donc, c'est des treks, des grands treks avec sommet. Puis les montagnes assiégées, on va appeler ça des. J'ai mis des abréviations. Tout ça, c'est dans ma tête, mais bon, c'est pour qu'on se repère. Donc, montagne assiégée, c'est comme la Concagua ou le Pic Lénine, où là, vraiment, on va sur la montagne, on va faire des allers-retours sur les camps d'altitude pour s'acclimater, monter du matériel, s'adapter aux variation du climat, faire des stratégies d'ascension en fonction de notre état d'acclimatation, de la météo et tenter le sommet. On pourrait extrapoler sur les 8000 mètres de la planète. Ce sont des montagnes assiégées, un peu comme le feraient des armées au Moyen Âge avec une forteresse. Okay? C'est là que m'est venue l'idée. Dans tout ça, si on les regarde là, ici, donc on peut voir à peu près les catégories à quoi ça représente. Je les ai nommées tout à l'heure. Et puis j'ai mis des dates à peu près du calendrier. Tout ça est sur notre site Internet en ce moment, sauf pour le petit dernier. Là, pour l'instant, j'ai mis Imani Huayna Potosí en Bolivie, comme le 7e, mais vous avez vu qu'il y a Oroz del Salado aussi, puis Mont-Casbec sur la liste des prospects pour compléter la couronne des 7. Bon, PowerPoint est un peu dégueu, mais bref, ça va dire l'essentiel quand même. Euh, Qu'est-ce que la particularité qu'on apporte chez Caravani? C'est beaucoup de soutien, de préparation. C'est ça notre force aussi, c'est qu'on vous laisse vraiment, on vous accompagne dans tous les détails de l'expédition, que ce soit par des listes d'équipements détaillées, l'accès aussi en termes de location à des équipements particuliers qui pourraient être chers, ou des rabais avec un magasin un partenaire Sail, en l'occurrence ici, qui est un bon partenaire de Caravani depuis un petit moment. Des guides de préparation physique, entraînement, préparation mentale, rencontres préparatoires théoriques, rencontres préparatoires formation. Souvent, quand il y a de l'initiation à l'alpinisme, ben là, les formations, c'est intéressant. Fait que c'est fondamental. Donc, on apporte ça aussi dans le cursus avant le départ. Puis toute l'expertise aussi qu'on a comme organisateur d'expédition. Puis après ça, ben, appel personnalisé avant le départ, c'est plus dans l'esprit de dire, bon, ben, c'est quoi tes craintes, tes attentes, etc., mais one-on-one pour que ça soit, pour qu'on ressente la pression des autres, disons. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Je vous invite à me les poser pendant que je parle de la Concagua. Puis après ça, je ferai une pause à Concagua. Puis j'irai lire les questions. OK? Mais si vous avez des questions sur la formule générale ou l'approche, les préparations, l'accès à l'équipement, tout ça, ça peut être pertinent. Voilà. Donc, Aconcagua, première des 7 que je vous parle ce soir. Je vais essayer d'être. Il y a beaucoup de photos, mais je vais peut-être passer 10 minutes à peu près par montagne. Je vais essayer. OK. Donc, Aconcagua, aussi, on voit la face sud, là, qui est peut-être sa face la plus iconique. Évidemment, c'est pas par là qu'on passe, mais c'est juste pour la reconnaître. C'est aussi une des raisons pour qu'on la trouve belle, cette montagne-là. Elle se situe en Argentine, autour de la ville pas loin de la ville de Mendoza. Donc, on est littéralement au milieu du pays, dans une région
désertique au pied des Andes. Et cette région en particulier, c'est aussi renommé pour la culture viticole. Donc, grande culture de vin, d'huile d'olive, puisque c'est très bien irrigué depuis des siècles à cause de la présence des Andes et de tout l'eau qui s'écoule. Donc, Mendoza est une ville qui vit très bien sous cette espèce de parasol de platane. Et c'est un climat parfait et riche pour la culture de la vigne tout autour. Donc ça fait, et qui dit deux fois culture viticole dit aussi rapport culinaire intéressant. Donc Mendoza, c'est la joie. On y va là en janvier à chaque année, malgré que la saison peut s'étirer de décembre à fin février à peu près. Donc, c'est l'été austral. Donc, pendant qu'il fait froid ici, il fait très chaud là-bas, autour de 30-35 degrés. Et c'est souvent un climat sec, donc climat stable. Donc, ça permet vraiment de profiter ou d'allonger, ou de faire une coupure à notre hiver, si on regarde ça de même. Je vous disais cuisine, rapport culinaire aux choses, oui. Culture de la viande, de l'élevage du bœuf à cause de la pampa immense qu'il y a pas très loin. Les Argentins sont très forts dans cette espèce de tradition-là de l'assado, de la parrilla. Et donc, vous pouvez imaginer viande rouge et vin rouge, là, tu sais, qu'est-ce que ça fait comme mélange. Donc, ça, c'est un peu l'effort après, ou non, pardon, le réconfort après effort. Bref, cette culture-là, on l'aime bien aussi. Une des particularités de notre acclimatation pour la Concagua, c'est d'aller complètement ailleurs, dans un massif qu'on appelle le Cordon del Plata. Le Cordon del Plata, c'est comme la chaîne argentée, si vous voulez. Elle se situe à côté de Mendoza, environ à 2h30 de route. Elle est plus proche que la Concagua, mais quand même culmine à presque 6000 mètres. On le voit ici, le Cerro del Plata, qui est au centre de la photo à gauche. Et donc là, c'est de passer une semaine dans ce massif pour s'acclimater. On va faire 3 étapes de campement ou de lieu où on va dormir. D'abord, un refuge, 2 nuitées. Ensuite, des camps d'altitude que je vais vous présenter plus tard. Donc, on va dormir d'abord à 3000 mètres, 3650, puis 4400 environ mètres d'altitude. Tout ça très progressivement, si vous voulez. Et le but après, c'est d'aller faire des sommets, plus que plusieurs sommets dans cette vallée du Cordon del Plata, autour de la vallée del Cordon del Plata. Donc, on voit ici tous les sommets, les noms. Donc, ceux qui nous intéressent en particulier, c'est le Vallecitos. Le Cerro Plata, on le trouve très haut pour commencer, donc on le met on l'a jamais fait historiquement. On va regarder aussi l'Adolfo Caillé, après 4200 mètres, donc au moins 2 ou 3 sommets selon l'aisance du groupe puis la progression. Puis, ben, il faut savoir aussi que c'est un long trek dans cette superbe vallée. Donc, l'autre particularité de ça, ici, on est au camp Piedra Grande, c'est de revenir à l'esprit ou à l'essence ou l'essentiel des expéditions de montagne avec des camps rustiques, stratégiquement positionnés, accès à l'eau, environnement génial et pas beaucoup de monde. C'est surtout ça qui nous intéresse parce qu'en dehors de la période des fêtes, c'est quand même peu fréquenté ce parc-là, même si c'est à proximité de Mendoza. Ce qu'on va souvent voir, c'est des gens qui font du day hike ou du 2 jours, là. Mais les gens qui se lancent dans les ascensions, c'est plus rare, donc c'est moins fréquenté, somme toute. OK? Et ça va donner un volet beaucoup plus traditionnel à la montagne versus ce qu'on va voir sur la Concagua. Donc, il faut s'attendre à une certaine rusticité des camps, puis on le fait comme ça. On transporte tout le matériel par des mulets quand même, donc on n'a pas à traîner le matériel sur notre dos, mais on a quand même une limite, si vous voulez, en nombre de mulets accessibles dans cette vallée-là. Fait qu'on ne peut pas se permettre des immenses camps, puis c'est pas notre but, puis ça exploserait le prix aussi, là. Fait qu'on veut garder cet esprit-là montagnard basic, et ça, c'est très cool. C'est que les gens qui vivent ça avant de se lancer la Concagua adorent ce contraste-là qu'on va avoir. Donc, on progresse. Vous avez vu Piedra Grande, 3600 mètres. On monte, on se rapproche des sommets plus hauts, le Rincon, le Vallecitos, le Plata, pour arriver à un camp qui s'appelle El Salto de Agua, le saut de l'eau, la chute d'eau, si vous voulez. Donc là, accès à l'eau, environnement beaucoup plus montagnard, point de vue incroyable sur la vallée menant à Mendoza.
Et là, on a vraiment l'impression de vivre un buzz montagne. C'est ça qu'on veut faire vivre au monde, tu sais. C'est un trip de montagnard encadré, là. Et là, on se lance plein de possibilités. Depuis les 2 dernières années, bon, donc j'ai fait les 3 dernières ascensions là, de la Concagua, on se lance pas mal comme objectif le Vallecito. Donc, le Franquet, on le fait de moins en moins parce que bon, il est un petit peu plus rough en termes d'inclinaison de terrain et tout, mais le Vallecito se porte très bien, surtout le plaisir d'arriver à ce col. Ce col-là, il est à 5100 mètres environ. C'est un très bel objectif d'acclimatation et ça permet de voir toute la vue sur le reste des Andes qui s'en va vers le nord ou le sud et de voir la sentinelle de pierre qui est au loin, donc la Concagua. Et ça, c'est cool de voir l'étape qui suit, de pouvoir la mesurer avec les autres montagnes, de pouvoir voir son immensité, sa disproportion. Donc, ça fait peur, ça fait pas peur, on verra bien. OK? Donc, le Vallecito, c'est un sommet assez petit, vraiment. Il faut un peu s'empiler pour le faire. On est à 5470 mètres. C'est notre premier objectif. Mais encore là, si on ne le réussit pas, pas grave. Le but, c'est l'acclimatation, de vivre un trip montagnard, de faire un peu aussi avec le camping dans un contexte, pas hivernal, mais dans un contexte froid, de voir un peu l'ABCDR, la vie d'expédition avant de se lancer sur la grosse montagne. La grosse montagne, la voici. Encore une fois, sa face sud. Donc, on va revenir en fait en Jeep du Cordon del Plata vers Uspallata, puis ensuite de ça, Puente del Inca. Donc, on va vers la voie classique, si vous voulez, qu'on appelle la voie normale. On aura une nuit en basse altitude dans un hôtel pour se refaire, hein, le reset mental, physique, rebrasser les équipements, hein, avec des bons guidelines que nous, on encadre bien. Donc, refaire tout un peu cette logistique de matériel, ce qui reste, ce qui part, etc. Et ensuite de ça, un trek de 2 jours pour se rendre jusqu'au camp de base. Tout le matériel, encore une fois, pour la marche d'approche est sur des mules qui transportent le matériel. Ça fait quand même partie ça, des icônes de la Concagua, là, ce transport par mule. Et on va faire une nuit dans un camp qui s'appelle Confluencia, qui est un camp très élaboré, très beau, là, pour la marche d'approche. OK? Parce que c'est 25 km quand même, c'est tough de le faire dans une journée. Quand on peut, quand on a des bons contacts, comme nous, on peut se le permettre, c'est-à-dire avec nos caballeros, là, ceux qui transportent le matériel à dos les arrieros, en fait, qui transportent le matériel sur les mules, eh bien, on a la tradition, souvent c'est le dimanche, puis ça fit avec notre horaire, mais donc la tradition de l'assado. Donc, cette tradition plutôt ancienne qui vient des gauchos, le gaucho, en fait, c'est un mélange entre le cavalier Mapuche, ouais, et cavalier espagnol. Donc, ils ont mixé un peu, hybridé les cultures. Et dans leur tradition, les autres, c'est beaucoup l'élevage, donc la consommation de ce qui vont s'occuper, l'élevage. Donc, par les grillades assado traditionnelles avec petit foyer comme ça qu'on voit sur la braise. Et la façon qu'ils cuisent le steak, c'est hallucinant. Beaucoup de sel pour bien le rendre croustillant, pour le dégorger de son eau, si vous voulez. Donc, une méthode assez particulière. On va pouvoir partager cet assado-là sur la marge d'approche. C'est dans un contexte très désertique. Donc, on demande d'avoir une tenue, moi j'appelais ça à l'époque le Kandahar style, là, dans style Afghanistan, là, où on se protège du soleil. Vraiment, si vous regardez tout le monde ici, là, on est tous en mode protection du soleil parce que c'est quand même 25 km dans une vallée aride, complètement exposée au soleil parce que c'est un désert, finalement, la Concagua, là, quand on pense à ça, là. Le milieu des Andes, il n'y a pas beaucoup de glaciers, c'est très aride, c'est très aussi haut. Donc, c'est un environnement comme on peut le voir ici. On arrive au camp de base, au bout de ces 25 km-là, c'est un camp de base complètement disjoncté par rapport à ce qu'on aurait pu vivre sur le Cordon del Plata. On peut voir ici, c'est littéralement un village. On profite quand même de cette expérience-là. C'est pas négatif, vraiment, mais c'est une des raisons supplémentaires pourquoi nous, on ne voulait pas faire une expédition qui passe que tout le temps d'acclimatation et d'expédition là. On voulait juste en prendre un échantillonnage suffisant.
mais regardez ce que ça peut avoir de l'air une fois qu'on est dedans, donc c'est quand même particulier. On ne se plaindra pas de ça parce que finalement, chaque membre de l'équipe, chaque équipe a sa tente d'ombre avec le service des repas qui est offert, de l'eau à volonté, les boissons chaudes à volonté, donc 3 repas par jour plus collation, etc. Bloc sanitaire, quand même très cool pour les lieux. Cuisine, tu sais, pour les groupes qui est hallucinante. Ils font vraiment de tout là-bas. Donc, vraiment, service de camp de base plus, tu sais. On va retrouver ça un peu sur le pic Lénine. Hein, on retrouve ça beaucoup sur l'Everest aussi ou sur les gros 8000. Donc, c'est assez particulier de vivre ce buzz-là, si vous voulez. Donc, c'est pas péjoratif d'avoir autant de services, mais c'est plutôt, je trouve, bien de balancer ou de modérer cette expérience-là, pas avoir ça tout le long, disons. Une des conditions qui est vraiment le fun, je vous dirais, de ces infrastructures, c'est d'avoir un soutien médical avancé, puisqu'il y a si vous voulez, des firmes de médecine d'expédition qui sont établies au camp de base et qui, à travers le permis d'ascension, vont permettre de pouvoir faire un soutien médical et un contrôle médical de chacun, permettant alors de dire est-ce que tu continues plus haut ou tu prends une journée supplémentaire de break pour t'acclimater. En cas de pépin plus sérieux, ça devient aussi de très bons alliés. Donc, on les a sur le camp de base, puis sur le camp plus haut, à Nido de Condores, à 5400 mètres. Super café, Internet, boissons chaudes, barista, vous voyez un peu le genre. C'est la vie au camp de base de la Concagua. Je ne m'étale pas plus là-dessus. Au niveau sécurité, évacuation héliportée, et ça jusqu'à 5400-5500 mètres. Donc, ça donne aussi tout un rapport à la sécurité, puisque cette montagne-là fait 6962 mètres. Donc, les pathologies reliées à l'altitude, etc., peuvent être présentes quand même. Donc, sachant qu'on a tout ce contexte-là sécuritaire, c'est un très, très bon test pour voir si notre corps et notre mental est apte à affronter une si haute montagne. Parce qu'à 6962 mètres, c'est la plus haute montagne hors Himalaya. Quand même une statistique qui est pas banale. Et c'est le test absolu pour savoir si on est fait pour aller plus haut. Sans tout le volet technique ou alpinisme, puisque c'est un trek principalement. C'est un trek technique en haute altitude, la Concagua. Donc, notre voie d'approche, c'est celle de la voie normale parce que overall, on trouve que bon, la marge d'approche est plus payante en kilomètres, moins épuisante, puis que la distance entre les camps, elle est moins soutenue, moins longue. OK? Donc, s'il faut se repositionner parce que la mauvaise météo, c'est quelqu'un de malade, parce que ci, parce que ça, on trouve que c'est beaucoup plus efficace sur la voie normale. Puis de toute manière, en termes d'achalandage, dans les dernières années, c'est quasiment 50-50 avec l'autre côté de la montagne. Je reviens dans une prochaine slide, mais juste vous dire ça, c'est la face ouest de la Concagua. Et les Incas ou les Aymara, qui est un peuple Inca de l'époque, avaient nommé en langue Aymara Aconcagua, la sentinelle de pierre. Donc, c'est sa signification dans la langue ancienne, locale. Et je pense que cette photo-là montre très bien ce qu'il avait en tête par sentinelle de pierre. Voilà, stratégie des camps. Ici, on la voit. Donc, on voit la vallée de Los Orcones, les 25 km qu'on fait pour le Plaza des Moulins. Puis après ça, Clan Canada, ça, parce qu'on va s'être acclimaté pendant une semaine avant, on l'évite, ce qui nous permet d'aller directement à Nido de Condores. Puis, Camp Choléra, ce sont les deux seuls camps sur la montagne qu'on va faire. Donc, on est beaucoup plus en mobilité. Moins de camps, moins de montage, démontage, portage. Et une fois acclimaté, qu'on fait Plaza à Nido, la première fois, ça va nous prendre peut-être 5-6 heures, mais après ça, la deuxième, 4 heures, 5 heures. Fait que c'est pas immense comme gap de temps. Et c'est la stratégie qu'on a appliquée dans les 4 dernières années depuis la COVID, et puis ça se passe super bien. Longue pente, c'est ça, la Concagua. C'est un méchant pierrier, des pentes assez soutenues, puis les charges qu'on voit sur notre dos, puisqu'on aura, oh pardon, je ne vais pas aller trop vite, mais on aura des charges d'environ 15 à 18 kilos selon la taille ou le volume, le gabarit de chacun.
Il y a possibilité, on engage déjà des porteurs pour tout l'équipement commun. Il y a possibilité d'engager plus de porteurs si jamais vous voulez vous rendre ça plus accessible. On vous donne toute l'information en temps et lieu dans les étapes préparatives, mais il y a des porteurs sur place pour ça. La vie de camp, ben, c'est la vie de camp, c'est s'habituer à quand il fait chaud et quand il fait froid. Les extrêmes de température sont quand même flagrants et fréquents sur la Concagua. Donc, c'est quelque chose je trouve, qui est tough. Pour vrai, sur cette montagne-là, on a vraiment des écarts entre chaque journée qui peuvent nous surprendre à chaque fois. Mais bon, ça reste que c'est une expédition en montagne à 6 900 mètres. Il faut s'attendre à ça. Une fois sur le Nido Condores, qu'on voit ici à 5 400 mètres, ben, le sommet nous apparaît si proche. On le voit, c'est la espèce de pyramide de pierre au centre, mais il reste encore 1 500 mètres. La vie au camp, elle est géniale. Il y a quand même pas mal d'infrastructures. Maintenant, il y a des dômes de plus en plus confortables. Donc, on est vraiment dans ce lieu-là. Ça donne des couchers de soleil incroyables, une vue sur les montagnes au nord. Donc, les autres 6 000 pas très loin, le Mercedario, le Piscis au loin. Donc, on est vraiment dans cet environnement-là qui nous rappelle que, Colin, on est en très haute montagne. Et le camp un petit peu plus haut, le camp choléra qu'on voit ici, vu de haut. Donc, on voit toute cette immensité. Mais une immensité quand même rocheuse, c'est assez particulier. T'sais. Fait que des années secs, comme il y a 2 ans, il n'y avait presque pas de neige. Ou, là, c'est une photo assez vieille, 2013, celle-là, mais l'année passée, c'est aussi très enneigé comme ça. Donc, ça va vraiment varier. Et là, on est dans notre poussée sommitale. Vous voyez que d'une année à l'autre, ça c'est du 2024, où là, il n'y avait pas de neige. Même chose, on voit ici, ça c'est à partir de 6 400 mètres à peu près, la grande traverse qui nous mène à la caverne, là, à la cueva. Et tu vois, l'année passée, le même sentier avait l'air de ça. Donc, 2025, 2024. Donc, tu sais, c'est sûr que quand c'est enneigé, c'est parce qu'il fait plus froid en général comme température. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de plus habillé, plus de stress au niveau des extrémités là, pour le froid avant que le soleil tape la paroi. C'est la portion difficile de l'ascension. Une fois qu'on arrive à 6 600 mètres à la cueva, ben là, c'est pas mal la dernière étape qu'on appelle la canaleta. Donc, c'est les 300 derniers mètres qui se font le long de cette espèce de filot de roche, là, le ridge, où là, la voie, là, tu vois, quand il y a de la neige ici, on l'aperçoit peut-être un peu moins bien, mais dans d'autres années où, là, en tout cas, du moins, c'était dégagé, où il n'y avait pas beaucoup de neige, la canaleta, ben là, la face sud se dévoile à nous. Et donc, ça peut être une partie, ça c'est comme la section mentale, là, si vous voulez. Là. Oui, il y a de la neige, ça ne nous ennuie pas trop parce qu'on va monter cette montagne-là avec des crampons. On peut avoir un piolet en appui pour la sécurité puis l'appui. Mais donc, quand c'est comme ça, c'est pas si pire. Quand c'est enneigé, ben, OK, mais il n'y a pas vraiment de danger de chute, ou c'est très minime. C'est juste que mentalement, cette portion-là, vu que c'est une longue traverse, ça veut dire que notre gain en altitude, il n'est pas super rapide pour arriver au sommet. Donc, il faut avoir la force mentale, mais en même temps, il nous apparaît si proche, le sommet, dans cette section-là, qu'on se dit, ben non, je ne peux pas arrêter ici. Il est juste là, il est juste là. Mais en tout cas, en demi-heure de marche ou en heure de marche, c'est quand même assez long. Super plateau, sommital, 6 600 mètres, 6 960 mètres. Dans les dernières années, pour juste vous dire, ça ne veut rien dire, OK? Ben, ça veut dire un peu quand même que notre plan d'acclimatation, je pense qu'il est bon. Donc, tous les gens qui sont partis du camp choléra ont atteint le sommet. Donc, avant, il y a peut-être eu d'autres problèmes, des problèmes souvent au niveau liés à la digestion, liés à des infections, liés à une fatigue extrême pour X raisons. Mais tous les gens qui se sont positionnés au dernier camp, puis qui ont tenté de partir le matin, se sont rendus en haut. Donc, aucun abandon dans l'ascension. Donc, ça veut dire que l'acclimatation, à mon avis, est bien faite. Ça veut dire qu'on soutient moralement tout le monde pour se rendre jusqu'en haut. Donc, ça, c'est ma statistique des dernières années. Est-ce que cette année, j'y retourne avec 9 personnes? Est-ce que ça va être encore ça? On touche du bois. OK? Donc, vraiment, nous, c'est ça notre métier à nous, c'est de soulever tout le monde là, pour aller là, jusqu'à l'aboutissement qui est, selon nous, pas tant le sommet, mais la dernière tentative de sommet, peu importe où vous arrivez. Et le retour,
Hein. Longue traversée, on revient forcément par là. On le fait d'un coup, ce coup-là. C'est 25 km où l'on décompresse, on rentre dans notre bulle, on marche cette longue vallée-là et on médite sur ce qu'on vient de vivre. Parce que des expéditions comme ça, ou comme le Pic Lénine, ou comme les autres montagnes, c'est d'abord et avant tout un esprit de camaraderie, des liens forts qui vont se développer avec les gens de notre équipe. On va se voir sous tous nos angles, tu sais, les plus beaux, les plus rayonnants et les moins rayonnants. Ça va être tough, tout le monde va taper son mur à un moment donné, mais on va se soutenir, c'est ça qu'on veut, essayer de mettre comme climat, cette espèce d'esprit d'équipe pour collectivement se remonter et d'aspirer vers le haut. Et même après 18 jours à peu près, qu'on voit cette photo-là, ben, tout le monde a les traits marqués, mais je pense un grand sourire, peut-être pas tant dans la face, mais dans la tête. En tout cas, chaque année, c'est comme ça. Donc, c'est très fort, cette camaraderie-là. C'est ce que j'en retiens beaucoup. Encore une fois, dans l'effort et confort pour conclure avec la Concagua, ben, à Mendoza, il y a vraiment des bonnes tables, là. Puis, il y a vraiment des super vignobles qui permettent d'avoir un mélange de dégustation et de vin et de plusieurs services comme ça. Donc, quelques tables qu'on se réserve, là. Ça varie chaque année. Richitelli, ça a été vraiment très hot, là. Il y a 2 ans. L'année passée, on a fait aussi une très bonne table que j'oublie. Richitelli commence à importer leur vin ici à la SAQ, là. On reconnaît la Kung Fu vin pétillant. Bref, vraiment cool dans le vin nature, biodynamique, hein. Bref, il y a ça en Argentine aussi. Et il y a aussi des menus végétariens en Argentine. C'est quand même assez cool. Malgré qu'on n'a pas de discrimination là-dessus, on essaie d'accommoder tout le monde. Et puis, on finit très bien l'expédition dans cet esprit. Donc voilà, cette année, c'est pour le 6 janvier. Et pour l'année 27, c'est pas encore sur table. Ça va l'être à peu près à partir de mon retour en février pour la date de 2027. Je vais juste arrêter le partage pour voir si on m'a écrit des questions. Oui. Zucardi. Ah oui. Ah, Zucardi, il est rendu cher. Il est rendu cher. Puis son vin, il est cool, là, mais là, avec Ricky Telly, on l'a battu. Fait que le meilleur l'emporte. Mais cette année, on ne sait pas. OK, parfait. Juste fait le whitewash quand base de l'Everest, Annapurna, haute altitude, on peut l'alpinisme. Peut-être que j'aimerais savoir que les meilleures montagnes. Oui, on arrive là, sur ces montagnes-là un petit peu. Oui, tu as raison, tellement bon. On arrive sur les montagnes. Je fais pique Lénine, puis après ça, les montagnes un petit peu plus accessibles. Donc, j'enchaîne parce que hein, j'en ai beaucoup. C'est ma plus longue, là, à Concagua. Je repars le partage. OK, parfait. Donc, pique Lénine. OK, là, je vous amène ailleurs. OK. Donc, on est. OK, là, je peux voir pour les saisons, là, je vois les conversations. Donc, on est au Kirghizistan. Donc, on est en Asie centrale. Là, je ne peux pas plus zoomer out parce que j'ai fait le screenshot comme ça, mais vous voyez en haut, c'est le Kazakhstan, Tadjikistan, la Chine à droite, à l'est, avec le Xinjiang, puis à l'ouest, c'est l'Ouzbékistan. Donc, c'est vraiment le pays, le Kyrgyzstan, qui est peut-être celui qui a le climat et l'ambiance de montagne la plus jolie, selon nous. Donc, on va souvent dire du Kyrgyzstan que ça peut ressembler aux Alpes européennes, à la Suisse, dans l'Est. Euh, on va retrouver aussi des immenses plateaux qui nous rappellent la Mongolie, les steppes et tout. Donc, plusieurs variations de géographie. Mais ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est la chaîne du Pamir. Donc, le Pamir, finalement, c'est l'extension au bout du bout de l'Himalaya. Et dans le Pamir, il y a euh, tout pays confondu, là, Kirghizistan, Tadjikistan, et j'en ai. Non, c'est pas mal ces deux-là qui ont les 5 léopards. Donc, les léopards des neiges, c'est une espèce de quest, une quête qui faisait partie, qui était très mis de l'avant, si vous voulez, par l'armée russe ou soviétique à l'époque. Donc, quand tu faisais
certaines divisions là, de, mettons, chasseurs alpins, mais l'équivalent dans l'armée russe ou soviétique, tu devais conquérir ou monter les 5 sommets de plus de 7 000 mètres qu'on retrouve dans l'ex-empire soviétique, si vous voulez. Donc, le Kyrgyzstan faisait partie de ça à l'époque, le Tadjikistan aussi. Maintenant, pour les Russes, ne sont plus là, ces montagnes-là. Mais le principe est resté avec des noms aussi qui sont restés, comme le pic Lénine. On a le pic Pobeba, qui veut dire peuple en russe, le pic communiste, le Kantengri. Puis un autre que j'oublie toujours le nom parce qu'il est ça de long. Mais donc, ça réfère à cet esprit-là communiste de l'époque, si vous voulez. Donc, nous, le pic Lénine, il est vraiment entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, dans la chaîne du Pamir qui sépare le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Et on est complètement au sud-ouest, finalement, du pays. Donc, pour se rendre, le camp de base, il y a la capitale, Bishkek, mais le camp de base, c'est Osh, donc une ville relativement développée là, qu'on retrouve là à la frontière de l'Ouzbékistan. Donc, tout ça en image, je vous montre ça. Nice. Ça, c'est ma première photo de mon première expédition en 2006. Alain, tu vas reconnaître peut-être mon frère ici au milieu. Donc, ça fait 20 ans finalement que nous parcourons cette montagne fait partie de notre rayon de montagne avec un lien fort, donc tout le fait que dans la couronne des Sept Belles. Donc, montagne, ça n'a pas vraiment changé finalement le paysage depuis cette époque. Il y a tout ce côté-là passé soviétique, moi, qui m'allume à fond, que ce soit par des vieux écriteaux comme ça, tu sais, Pic Lénine, même avec sa version kirghize en seconde ligne, avec ses 7 134 mètres. Donc, 7 134 mètres, c'est la plus haute montagne que Caravanier offre en ce moment. C'est la plus grosse expédition que l'on fait ou que l'on fera pour un petit bout, je pense. Il y aura peut-être le Moustagata dans un futur rapproché, genre dans 2 3 ans, mais je pense pas qu'on n'ira pas jouer ou on n'ira plus jouer sur des 6 000 8 000 mètres. La game est trop ailleurs maintenant. Voici la ville de Hoche du point de vue du mont Salomon. Donc, on est au centre d'une ville qui est dans la grande steppe, si vous voulez. Et puis, cette ville vit au rythme du commerce, de l'agriculture locale. C'est un pays qu'on va nommer musulman chamaniste. Donc, c'est des musulmans relativement soft, si vous voulez, dans leur pratique. Chamanistes dans le sens qu'il y a plusieurs anciennes traditions aussi mélangées avec ça. Les Kirghizes, on va les reconnaître par leur chapeau traditionnel avec cette forme là, qu'on voit en blanc. Et qui est trippant à Hoche, c'est son bazar. Donc, les Kirghizes, comme d'autres ethnies d'Asie centrale, sont des ethnies, si vous voulez, turcophones. Donc, ils ont une tradition turcophone. Donc, le marché, le commerce, donc le bazar dans ce cas-là, là, c'est comme ça qu'on le nomme dans ces pays-là, est quelque chose de super important. Et ça, c'est absolument à voir, à visiter. C'est le bazar de Hoche quand on va pour se préparer pour l'expédition. Donc, on fait une partie de nos emplettes là, on amène les gens pour faire les snacks finales, etc. Donc, un peu comme on va le faire avec la Concagua, on donne cet esprit participatif-là à la préparation des expéditions. Donc, on se donne du temps à Hoche pour se remettre du décalage, trouver son bagage si on l'a perdu, se reposer, se préparer, puis ensuite de ça, on part pour Achiktash et la chaîne du Pamir. Donc, la chaîne du Pamir, c'est ça. Depuis la steppe, c'est juste immense. Ok. C'est sublime comme paysage. Donc, on va se camper là. Donc, Achiktash, c'est le village, si vous voulez, à côté du camp de base. Le camp de base, il y a différentes organisations là, qui s'éparpillent un peu à gauche, à droite là-bas. Mais c'est finalement un gros pâturage d'altitude à 3600 mètres. Comme à la Concagua, on est obligé de passer par un fournisseur de services local qui fait les camps de base. OK? Donc, il y en a plusieurs.
Encore une fois, à la Concagua, j'en ai un qui ça fait maintenant 12 ans avec qui je travaille. Eux autres, c'est depuis 2014. Donc, c'est des liens. Hein. Au-delà des services, c'est des liens, c'est la confiance qu'on a établie depuis le temps. Là, évidemment, j'ai repris depuis l'année passée, j'ai repris tout contact avec eux parce que ça faisait un petit bout à cause de la COVID qu'on n'y allait plus. Mais c'est encore la même gang. Fait que ça, c'est trippant. Ils me reconnaissent. On se connaît. Tu sais, fait que ça, c'est quand même sympathique pour l'édition 2026. Donc, est-ce qu'il y a autant de bons services ou confort qu'il y a à la Concagua? Peut-être un peu moins, mais c'est quand même de bonne classe. C'est quand même surprenant ce qu'on peut retrouver là-bas. Et au lieu d'avoir des camps de base, eux autres, ou des grandes tentes d'ombre, ça va être des grandes yourtes. Et là, on mange très bien, une nourriture fraîche, très conviviale avec les autres expéditions. Donc, on peut voir à quoi ça ressemble. Là. Donc, ils ont une, deux, trois yurts selon la taille des groupes. Puis là, on va être répartis, ben pas répartis, mais nous, on va avoir une partie d'une yourte là, un autre groupe ailleurs. Ça accueille beaucoup de gens, mais il y a plusieurs services et puis on profite vraiment du camp de base, mais on commence notre acclimatation là. 3600 mètres, donc j'ai dit, service de sauna pour la douche ou le bain, si vous voulez. Ça, c'est comme une influence russe qui est très sympathique aussi. Et le camp de base peut autant être enneigé que pas enneigé, ça va dépendre du thermomètre. OK? Parce que cette altitude-là, 3600 mètres, dans la saison d'ascension du pic Lénine, qui est de la fin juin à la mi-septembre à peu près, ben, la nuit, ça flirte avec le zéro quand même. Fait que souvent, on a ce genre de précipitation-là qui surprend un peu tout le monde. Puis là, tout le monde se met à faire des niaiseries comme un bonhomme de neige. Puis, on a aussi le médecin, oui, ça c'est la photo pour montrer le médecin du camp de base qui donne à peu près les mêmes soins, le même contexte d'encadrement médical qu'à la Concagua. Je dis à peu près. OK. Pas tout à fait les mêmes infrastructures, mais c'est le même. Un médecin, c'est un médecin. OK? Donc, voilà un peu l'environnement dans lequel on va être au camp de base à 3600 mètres. Et de là, on part explorer les environs à pied. OK? Donc, le but, c'est de s'acclimater. Encore une fois, c'est de faire une immersion aussi dans la culture locale parce qu'à Chic-Tache, ce haut pâturage-là où il y a ce qu'est le camp de base, c'est qu'il y a beaucoup de populations nomades qui vont faire paître les animaux pendant l'été. Donc, les nomades se déplacent là pendant un campement d'été, si vous voulez. Donc, c'est très cool d'aller créer des contacts, aller visiter, etc., pendant qu'on fait une acclimatation active. Donc, petit plus là, par rapport à la culture là-bas qui est le fun. Plusieurs sommets qui nous entourent, qui vont dépasser les 4500 mètres à peu près. Euh, donc, on va s'acclimater tranquillement, encore une fois, à partir de là. Oups, j'ai mon ancien veston ici d'agence. Tiens, tiens. Et une fois que l'acclimatation est faite, on monte vers un camp supérieur, donc on appelle le camp de base avancé, transport par des mulets qui vont nous éviter de transporter tout ça sur notre dos pour faire les 18 km d'approche, qui vont nous demander de passer dans une plaine, monter des moraines, traverser des rivières pour arriver jusqu'à un autre gros camp de base au pied de la montagne. Donc, c'est quand même pas mal plus l'aventure, je vous dirais, le terrain là-bas que sur la Concagua. La Concagua, c'est une immense vallée là, qui monte tranquillement. Elle, il y a pas mal plus d'obstacles à passer. Il faut traverser les rivières actives, souvent à dos de cheval. Tu sais, il y a quand même une notion d'aventure plus qu'ailleurs, je vous dirais, pour cette section-là. Une fois qu'on arrive au camp de base avancé à 4100 mètres à peu près, ben là, infrastructure encore intéressante. Quand les mêmes yachts pour les repas, tant de toilettes, éviers pour l'eau, l'hygiène, tout ça, parabole pour l'Internet, les tentes qui sont quand même le fun là, pour les setups. On est deux dans ces grosses tentes-là. Donc, on n'a pas besoin de monter nos tentes et tout. Puis tout ça, c'est au pied de la paroi. C'est ce qu'on regarde en ce moment. Cette fameuse paroi, cette face gigantesque qui est celle du Pic Lénine. Donc, c'est pas mal ça le gros défi de cette montagne-là. C'est cette montée entre le camp de base avancé et ce qu'on voit peut-être, je ne sais pas si vous voyez sur l'épaule rocheux où ma souris entoure, le camp 2, on va l'appeler comme ça, c'est cette espèce de glacier cassé. OK? Un glacier cassé qui ressemble un peu à ce que vous allez voir ici. Évidemment, les photos, on les prend quand on est en sécurité et on est stable, mais il y a plusieurs crevasses à passer. On est encordé. Ça reste la marche sur glacier, mais où il y a tous ces dangers-là, si vous voulez, objectifs. Il faut trouver son chemin. Chaque année, les expéditions vont tracer un corridor safe, OK, qui évite la plupart des crevasses ou qui enjambe de petites crevasses, mais ça reste que
on est entouré dans un contexte de glacier, donc ça reste qu'il faut être super vigilant. Donc, on offre un encadrement très serré pour la marche en glacier pour se rendre entre le camp de base avancée puis le camp 2. OK? Il va y avoir même des fois des sections d'échelle, j'ai pas mis de photos, là, mais des sections d'échelle d'environ 1 mètre à 2 mètres, des fois qu'il faut franchir avec les crampons, un peu comme on peut imaginer dans la région de l'Everest sur le Khumbu Icefall. OK? Donc, c'est en termes d'engagement de niveau, celui-là, il est supérieur par rapport à la Concagua, par exemple. Voilà. Une fois qu'on est rendu sur le camp 2, superbe camp, on voit toute la face immense. Là, on est rendu en lieu safe parce que là, on est sur une épaule de roche. Donc, on n'est pas sur de la glace. Les crevasses sont autour de nous autres, ne sont pas où est-ce que le camp. Et à partir de là, on est plutôt dans une ascension qui va marcher sur, finalement, des névés de neige sur un éperon rocheux. Donc, puis sur une pente relativement douce, à part celle qui aboutit au troisième camp. Elle a l'air pire de loin comme ça, là, mais en réalité, c'est quelque chose qui se fait avec bâton de marche et crampons. C'est juste raide pour la montée avec les charges. Parce qu'à partir du camp de base avancé, ça va être comme sur la Concagua. On est avec les charges sur le dos, l'essentiel, autour de 15-16 kilos. Et tout ce qui est matériel commun va être transporté par des porteurs. OK? On n'a pas les tentes à transporter parce qu'on les fait monter d'avance, puis on les fait, ils les set, là, ils les installent. Fait que c'est ça de moins dans nos dos. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas les gros 18 kilos de la Concagua, c'est un peu moins, peut-être autour de 15, là. Donc, on a quelques kilos de moins que la Concagua. Le dernier camp est à 6000, là, donc le camp 2 est à 5250. Le dernier camp à 6100 mètres, pas négligeable. Superbe. En fait, il est sur un petit sommet là, qu'on appelle, c'est pas le Ras d'Elnia, mais c'est quasiment tout à côté. Le Ras d'Elnia, on le voit ici. Donc, 6100 mètres, c'est ce que j'ai dit. Et il va rester la poussée sommitale qu'on voit derrière moi ici. Donc, d'abord une belle crête rocheuse. Et après ça, pardon, un creux, un, comment dire, ouais, un épaule rocheuse, si vous voulez. Et après ça, une crête qui mène jusqu'au sommet. Donc, encore une fois, ce terrain-là, il est sécuritaire, entre guillemets, puisqu'il n'est pas exposé à des crevasses, les avalanches, très faible le risque, là, parce qu'on est sur une crête, une arête, mais ça reste que c'est de la très haute montagne, donc le danger principal, c'est la haute altitude, c'est le manque d'oxygène et tout et tout. On le voit un peu mieux ici, là, cette longue arête-là. Le gros défi du Pic Lénine, c'est environ 14 heures aller-retour de marche pour faire ça. C'est très long et on ne gagne pas beaucoup d'altitude à partir du top du premier du sommet à droite. On va être à 6600 mètres. Mais là, pour faire les 700 derniers mètres, c'est vraiment long la progression. Fait que voilà, c'est le gros défi, c'est cette poussée si longue en très haute altitude. On voit ici l'immensité aussi de l'environnement. Juste à notre gauche, ici, c'est le Tadjikistan, puis là, le Kyrgyzstan. Donc, on est vraiment à la frontière des deux. Et tout ça pour aller rencontrer notre ami Lénine sur le top. Donc, je trouve ça quand même cool qu'il y ait une statue de ce charmant personnage dont la montagne porte le nom. Donc voilà, donc c'est l'objectif à 7134 mètres. C'est une expédition qui va prendre 25 jours en tout. Donc c'est 3 jours de plus que la Concagua. Et ça se déroule en juillet prochain. Ça, c'était la photo pour dire Goodbye Lenin. Si vous avez déjà vu le film, je vous le conseille. Donc, voilà, la tenue, hein, by the way, est plus élaborée en termes de chaleur. On est presque comme sur un 8000 mètres là, sur cette montagne-là. Les détails à suivre. en, euh, les détails à suivre si vous voulez en savoir plus. Je vais skipper direct avec. Je vais arrêter de faire mon partage parce que j'ai pas vu s'il y a des questions. Ah, attendez. Conversation, j'ai eu des questions. Yes, ça s'écrit tranquillement. Parfait, gênez-vous pas. Sinon, je vais aller maintenant avec le Cotopaxi KMB. Donc là, vous avez vu, là, j'ai peut-être passé vite, là. Là, le 30 octobre, wow. Ça, c'est le Méropic, j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais le Pic Lénine, cette année, c'est le 9 ou le 10 juillet, là. J'ai un petit blanc, là. Donc, ça se passe en juillet cette année, début de saison.
pour qu'on n'ait pas trop d'immenses crevasses à se passer du mois d'août, là, quand le climat réchauffe trop le glacier. Avez-vous quelques succès sur la Lénine? Il me semble pas mal plus difficile que la Concagua. Oui, en effet. On n'a pas eu de succès, on n'a jamais summité le pic Lénine. C'est pas parce que on n'était pas bon, là, c'est juste on est toujours fait avoir avec la météo. Le reach final, il faut quand même que tu choisisses ta météo. Et là, la technologie avance énormément. Comme sur la Concagua, on se permet d'avoir des pronostics météo de plus en plus précis et ce qui nous permet de miser sur les bonnes journées, de ne pas se faire avoir à mi-chemin. Donc, c'est un peu sur ce quoi on mise en 2026, là, c'est-à-dire d'avoir des meilleurs topos météo, même un ami à moi qui va me soutenir en parallèle par communication satellitaire pour avoir les bonnes fenêtres. On est vraiment là-dessus. C'est comme sur les hautes montagnes de l'Himalaya, finalement, là. Tout est dans ton routeur météo, finalement. Fait que oui, c'est ça. Mais oui, plus difficile dans le sens que c'est vrai que c'est 200 mètres de plus, ou presque, mais c'est ce sommet, c'est cette poussée si longue qui est la grosse difficulté. Donc, ça demande une immense endurance. Mais en termes techniques, oui, c'est plus technique, tu sais, forcément, vous avez le terrain. Un petit peu plus de crevasses et tout, mais c'est vraiment, on reste quand même dans de l'alpinisme facile, entre guillemets, dans le jargon de l'alpinisme. OK? C'est pas facile en général la montagne, mais au niveau technique, c'est le cas. Puis on fait super formation là-dessus pour vraiment se mettre à jour sur la marche encordée, le passage de crevasses, et puis marcher sur des échelles, etc. Pour la journée ou les étapes où on franchit entre le camp de base avancé et le camp 2. Voilà. C'est bon. Là, j'arrive avec mes deux derniers, OK? Puis après ça, le reste, je pense que ça va être à la carte. Ce sont beaucoup de détails sur le site. Vous pouvez aussi voir des anciennes conférences qu'on en parle plus, comme le Meropeak, entre autres. Meropeak qui a lieu, by the way, qui est au Népal, qui a lieu le 30 octobre 2026. Là. Je vais skipper celle-là parce que je parle beaucoup. Mais je sais qu'on a déjà du beau contenu qui a eu lieu dans le passé récent là, de Caravani. Maintenant, je vais m'attarder à l'Équateur puis au volcan mexicain parce que ça, c'est deux voyages ou deux expéditions qui ont à peu près la même formule, c'est-à-dire ce que j'appelais moi les étoiles. Tu sais. Camp de base confortable, on rayonne, faire les ascensions, on se redéplace, on rayonne, faire des ascensions, progressivement, on monte de plus en plus, on s'acclimate, puis après ça, on fait les gros défis. Donc, puisqu'on fait des up and down, l'Amérique du Sud le permet beaucoup, ça, de faire des up and down en camion. L'accès est plus rapide, donc ça nous permet de dormir plus bas, plus confortable. Donc, Cotopaxi, Cayambe, en Équateur, voici un peu est-ce que ça a l'air. Donc, on rentre dans un pays, là, on est dans un pays très luxuriant en termes de température, très modéré aussi dans l'avenue des volcans, parce qu'il y a trois écosystèmes, si vous voulez. Il y a l'Amazonie chaude et humide. Il y a au centre l'avenue des volcans, où là, il y a 10 sommets qui vont dépasser 5000 mètres, principalement des volcans. Puis après ça, il y a la zone pacifique côtière qui, elle, est chaude, mais plutôt sec. Donc, ça fait, puis un climat ou des courants froids du Pacifique. Donc, ça fait que l'humidité de l'Amazonie et le côté froid du Pacifique fait que l'avenue des volcans est souvent dans une zone de nuages qui rend le paysage très verdoyant et ouais, c'est rarement sec là-bas, mettons. Donc, c'est juste très beau au niveau du paysage, une certaine, pas mélancolie, là, mais une certaine, comment dire, il y a une couleur typique à l'équateur qui fait que ça devient beau, comme ici, entre autres, sur le Fouilla-Fouilla. Donc, l'idée de tout ça, entre autres, c'est principalement d'être dans la communauté du nord du pays, autour de Tovalo. Donc, on va être avec les communautés Kichwa principalement, des villages bien situés où là, on peut établir camp de base, se déplacer en véhicule, faire des ascensions autour de d'abord 3600 mètres, 4400 dans le cas du Fouilla-Fouilla. Et voyez un peu le genre d'environnement. C'est de la randonnée. Tu sais. Puis on est vraiment dans le paramo aussi, un autre écosystème qui est cette espèce de zone de végétation d'herbe, là, si vous voulez, très abondante, selon les saisons, des fois un peu plus gris que vert, là, ou un peu plus brun que vert.
mais on est vraiment dans cet écosystème-là. Donc, des sommets entre 3600 mètres et 4500 à peu près. Le Paramo dans les foothills des volcans de l'avenue des volcans. On va faire des immersions culturelles. Donc, ça, tout ça, c'est guidé par un de nos guides de longue date qui s'appelle Ivan. Donc, pour tout le cursus général, à part le volet haute montagne, là, c'est guidé par lui. Donc, c'est quelque chose c'est son pays. Ça fait des années qu'il collabore avec Caravanier. C'est une des richesses puissantes là, de notre équipe à destination. C'est lui qui il fait beaucoup le voyage, ainsi que les personnages qu'on va rencontrer. Donc, dans la communauté Kichwa de San Clemente, on va passer 2, 3 nuits là-bas, puisque c'est un très beau camp de base pour une montagne qui s'appelle l'Imbabura. Ben, on aura l'occasion d'en savoir plus sur les rites et les coutumes de cette communauté-là. On va aller dormir chez l'habitant, on va partager les repas préparés par les familles. Là, dans ce cas-ci, c'est un voyage étudiant. Là, vous voyez peut-être les jeunes au loin, mais c'est la même formule qui s'applique pour les adultes. Donc, c'est très en immersion, très contrastant. On n'a pas du tout l'impression qu'on voyage en touriste là, dans ce pays-là. En tout cas, du moins, dans la façon que nous, on l'apporte. Fait que Imbabura, ça va être notre second challenge, si vous voulez, d'acclimatation autour de 4600. Je ne vois plus trop la bande, je ne sais même pas si je l'ai marqué, mais bref, c'est pas grave. Et là, on tombe dans un écosystème ou une végétation qui, encore une fois, beaucoup plus riche, ben, diversifiée. Une immense variété de mousses, de fleurs de montagne, etc. C'est très, très beau. Et le fait aussi que c'est un volcan aussi, il y a une certaine végétation. Et l'ascension de l'Imbabura, c'est un trek, mais qui finit par un trek technique à la fin. Donc, ça reste optionnel pour les dernières dizaines de mètres. Mais c'est très beau au sommet, là, si on peut s'y rendre. Puis c'est autour d'Otavalo, puis les Grands Lacs. Donc, voilà. Donc, c'est Fouya Fouya, Imbabura, nos deux sommets. Les communautés, ben, Otavalo, la ville, la communauté de San Clemente, qu'on fait notre camp de base. Un petit peu toujours cette culture d'effort et confort avec les sources thermales de Papayacta. Superbe endroit, là, situé pas très loin du KMB finalement avant de s'y rendre. Donc, ça va être notre premier challenge d'envergure dans ce voyage-là. Et j'ai vu une question plus tôt, tantôt, qui me disait bon, ben, un voyage d'initiation, si j'ai fait le Wash ou si j'ai fait des grands treks qui allaient dans les 3000, 4000 mètres, ben là, on est vraiment sur ces sommets-là qui permettent de s'initier à la haute montagne, de tester la haute altitude, parce que oui, c'est haut, là, 5800 mètres, mais on n'y reste pas beaucoup de temps. Donc, en termes d'impact sur le corps, c'est quand même plus accessible dans cette formule-là de rayonner comme ça puis de redescendre bas. T'sais. Le fameux climb high, sleep low, c'est une des meilleures interprétations de ça en Équateur, puis un petit peu plus loin tantôt, on va voir avec le Mexique. Donc, le refuge du KMB, super ambiance. Très confortable quand même pour un refuge, chauffé, des lits confortables, repas qu'on gère nous-mêmes là-bas, accès en véhicule. Et là, on va faire une classe de technique de marche sur glacier. Donc, on va aller apprivoiser le glacier, faire du cramponnage, du pilotage, un peu d'encordement avec nos guides, parce que là, on engage des guides équatoriens, ratio 1 pour 2. Donc, 1 pour 2, c'est sérieux, là. Ça veut dire qu'une cordée, 2 personnes. Donc, le ratio est très direct, qui permet de faire un soutien vraiment assidu et sécuritaire là, pour la progression. Puis une fois que tout ça, notre classe, on a démystifié c'est quoi le cramponnage, on se lance. Et on fait cette ascension qui est quand même soutenue là, du KMB. Là, la plupart des photos, vous allez voir, by the way, du KMB puis du Cotopaxi, c'est des photos prises de dos en descendant, c'est parce qu'on monte de nuit. Okay? Donc, c'est une autre particularité de l'Équateur, c'est qu'on monte de nuit sur ces montagnes-là parce qu'on veut la meilleure neige qui se tient, voire encore croûter gelée. Hein, on ne veut pas que ça glisse, qu'il y ait des coulées de neige ou qu'il y ait des crevasses qui s'ouvrent. Donc, on part de nuit. Souvent, on part à minuit le soir. Donc, pendant 6 heures, 6 heures et demie, on est dans l'obscurité totale à la frontale. Et puis, on fait les sommets plutôt au petit matin. OK? Donc, ça donne des fois des ambiances de première lueur qui sont quand même assez dantesques, si je peux dire, avec ça ici, entre autres, hein, pas très loin du sommet, et ce fameux sommet du KMD. Vous allez voir des petits visages tout jeuneaux. Je ne veux pas dire que c'est parce qu'il y a des jeunes de 16-17 ans qui l'ont fait que tout le monde peut le faire, mais juste vous dire qu'on l'a fait dans un cadre scolaire en 2019, où là, j'ai amené 25 personnes en top de la montagne
avec une méchante gang de guides et tout, là. Mais bon, avec des bons préparatifs, un entraînement assidu, une démystification à travers les préparations que nous, on va vous donner, c'est un objectif 100% réaliste. OK, si on le prend au sérieux. Donc, on me dit, ouais, j'ai fait des grands treks, je vais aller plus loin. Je suggère ça, je suggère les volcans mexicains. C'est vraiment si vous dites, l'entrée dans l'univers de l'alpinisme. Toujours dans cet esprit de contraster avec les camps de base, là, si vous voulez. Donc, après Cambé, on redescend, on fait un peu de tourisme. Vieux Quito, la ligne de l'équateur. On voit que l'eau elle va tourner dans les barreaux de l'eau dans une toilette. Ces niaiseries-là, là. Mais on les fait en version funky un peu avant de se rendre au Cotopaxi. Cotopaxi, on a un super hôtel au pied, hôtel refuge, là, si vous voulez. Bon, hôtel auberge, on va dire. Donc, je nommerai pas le nom, mais on est au sud de la montagne. Et on va se déplacer en véhicule pour faire l'ascension sommitale depuis le refuge José Rivas. Et donc, une ascension, encore une fois, qui se passe de nuit. Vous avez vu, là, je recule d'une coche, là. Le Cotopaxi, c'est une des montagnes coniques, volcans les plus esthétiques qu'il y a sur la planète. Donc, dans les vraies belles, là, ça en est une. C'est un terrain un petit peu plus complexe que le Cayambe parce qu'il y a un petit peu plus de cassure de terrain, un petit peu plus de crevasses, un petit peu plus de pentes raides, mais ça reste à peu près, c'est très progressif. Après avoir fait le Cayambe, c'est logique de faire le Cotopaxi. On ne sera pas choqué, si vous voulez, ça ne sera pas non plus un stress de Ah mon Dieu, c'est trop technique pour moi. Puis voilà, c'est bien récompensé pour l'ascension au sommet, puis cette vue du cône volcanique qu'on peut avoir du sommet. C'est des photos qui datent, mais bon, c'est pas grave, ça n'a pas trop changé depuis. Voilà, belle redescente, hein, et si on se souvient du motto, un sommet se fait jusqu'au retour en bas. Tu sais, c'est pas, on donne tout jusqu'en haut, puis après ça, on reste là parce qu'on n'a plus d'énergie. Donc, pour nous, la sécurité, c'est de vous ramener jusqu'en bas. C'est là qu'on peut dire qu'on a réussi littéralement un sommet. Cette année, super édition pour le Cotopaxi KMB. On a déjà un groupe de 8 personnes qui sont inscrites pour le départ du 6 mars. Si on fait une autre date, ça va être au courant de l'automne 26 ou peut-être on va attendre une année, ça dépend. Voilà. Donc, je vois les questions, ça va. Je transite vers les volcans mexicains. Vous pouvez me poser des questions sur le Cotopaxi. Je vais quand même un petit peu plus sommairement là-dessus, mais je pense dire l'essentiel. Notre site Internet est très complémentaire. Good? Prends une petite gorgée de savoir. Volcan mexicain. Donc, ce voyage-là, il a été pensé dans l'esprit de l'Équateur. On s'est dit en 2022, hey, on refait ça dans l'esprit de l'Équateur parce que ça marche super bien parce qu'on aime beaucoup ça, ce mélange-là de rencontres culturelles, de camps de base le fun dans des villages le fun, puis de pousser vers des sommets. Donc, on a gardé le même esprit. Ce sont des voyages de 2 semaines du coup. Donc, voyage de 2 semaines où la formule se prête très bien. On va être dans la région de Mexico City. OK? Donc, on est à peu près au sud, à 1 heure et demie, 2 heures de route, au sud de Mexico City. Donc, c'est toute la couronne de grands sommets qui entourent la capitale du pays. Capitale du pays qui est incroyable quand même, là. Avec Mexico, 22 millions d'habitants, à peu près une ville immense. Évidemment, des villes comme ça nous donne le vertige, là. On va aller voir quelques spots comme le Zocalo, des endroits importants, mais on va se concentrer dans un quartier, le quartier de Coyoacán. Partout dans nos voyages, c'est comme ça. Hein, on ne va pas vous amener voir tout, on va se concentrer sur un esprit, une vision du voyage. Donc, dans ce cas-ci, Coyoacán ou Frida Kahlo et puis son chum, là. J'ai un petit blanc. Bref, le peintre, ont vécu pendant des années. Donc, c'est le quartier qui nous inspire. Quartier très artistique. Ah oui, je sens qu'on va me donner la réponse. Je suis posé de savoir ça, moi. En tout cas, Diego Rivera, merci. Rivera, ouais, merci beaucoup.
Donc, toute cette histoire Trotsky aussi, on pourrait avoir un petit clin d'œil là-dessus sur son séjour au Mexique, où c'est là qu'il serait fait assassiner et tout. Donc, voilà, donc on plonge dans cette histoire, mais particulière à ce moment. On essaie de faire fitter aussi le départ avec la fête des morts du Mexique. Ça, c'est génial, malade mental à vivre à Mexico City. C'est autour du 1er novembre. Donc, puis en plus, c'est une superbe période pour le faire, là, tu sais. Fait que si vous n'avez jamais vécu ça, la période de la fête des morts au Mexique, c'est un beau bain très contrastant au niveau culturel qu'on va avoir dans ce voyage-là. Sinon, ben, encore une fois, principe d'acclimatation, donc, même affaire, tu sais, on va sur le Fouya Fouya, on va sur l'Imbabura, là, on est un petit peu plus timide dans des volcans, dans des sommets qui sont autour de Mexico, mais même, c'est le même esprit. C'est un day hike, un peu technique, comme sur l'Imbabura. C'est pour ça qu'on met des casques, là. Toujours ce risque peut-être d'avoir des petites chutes de cailloux sur la tête. C'est vraiment du scrambling et on va monter à peu près jusqu'à 3700 mètres d'altitude, quand même. Belle première acclimatation. On voit ici que la croix est à différents usages. Puis, donc, dans ce voyage, on dit, ben, c'est ça, c'est les volcans mexicains et les pueblos mágicos, donc les villages, si vous voulez, les, euh, les villages magiques, pueblos mágicos. Donc, l'idée de ça, c'est qu'on en a ciblé deux. Qu'est-ce que c'est un pueblo mágicos? En fait, c'est un concept du tourisme mexicain pour souligner des villages qui ont des particularités. Donc, soit par leur bagage, on va dire, culturel ou architecturaux culturel, colonial, par leur richesse de diversité, par aussi leur source spirituelle. Il y a beaucoup ça aussi dans certains spots du Mexique. Ce sont des lieux énergétiques ou une concentration d'énergie. Et on retrouve aussi des cultures qui tournent autour de cet esprit-là. Donc, entre autres, à Tepoztlán puis à Malinalco. Donc, ça va être nos fameux camps de base où on va rayonner. On est autour de 2500-2400 mètres. On est bien. Il fait chaud encore à cette altitude-là au Mexique. On est dans un environnement de détente, relax, comme on peut voir ici à Tepoztlán. J'ai déjà été des fois en famille aussi là-bas, donc c'est une destination que je connais quand même assez bien. Et donc, ça va être notre camp de base pour nos ascensions, si vous voulez, au-delà de 3500 mètres. Donc, on va mélanger culture mexicaine, tradition, lieux charmants, entre autres les petites rues mignonnes de Malinalco. Je vous invite à aller voir ça sur Internet. J'ai pu faire de très belles photos là-bas. Et vraiment, on est dans une dimension de village qui se parcourt à pied. Avec tout ça, ces vieilles églises qui dominent un petit peu plus en colline, les clochers qui ponctuent le temps dans la journée, l'ambiance avec la brume le matin, les bruits des animaux. Donc, on est vraiment dans un Mexique plutôt rural. C'est des villes qui sont moins connues, mais pour toute leur richesse, qui sont situées à côté de tous ces volcans-là. Donc voilà, voilà. Et premier sommet d'envergure, c'est le Toluca. Donc le sommet du Toluca, c'est un 1600 mètres. Donc, on peut encore une fois faire des parallèles avec l'équateur. Donc, le Toluca, c'est un volcan qui est au sud-ouest, si vous voulez, de Mexico. C'est des volcans qui ont des particularités d'être des scrambling. Donc, c'est des grimpes où on utilise les mains vers la fin. OK? On va sécuriser ça. Voilà ici, cette portion finale, avec des cordes fixes. Donc, un petit peu, on va toucher légèrement à un alpinisme technique. Donc, on travaille avec des guides mexicains qui sont des amis depuis des années, qui sont encore dans le même ratio qu'on l'a vu sur l'Équateur, 1 pour 2. Donc, ils ont aussi des certifications autorisées pour guider sur ces sommets-là. Et ça va être sommet technique pour la portion finale avec une corde fixe. Donc, bon, encore une fois, des fois, les photos rendent un peu plus ou moins là, ce que ça c'est vraiment. Mais bon,
ça surprend quand même la portion finale. Mais on la garde parce qu'on trouve ça trop débile, là. Puis la première édition qu'on l'a faite, c'est un voyage d'étoiles filantes, celle-là, ou un pionnier, on l'appelait à l'époque. C'est-à-dire qu'on y allait, là, dans la première version, pas trop explorée d'avance. Puis on est arrivé devant cette portion finale-là, ça a surpris un peu tout le monde. Puis j'ai encouragé tout le monde, let's go, on dépasse, on sort de notre zone de confort, puis tout le monde a trippé. Mais ça reste que, tu sais, c'est ça, scrambling dans les rochers à 4600 mètres. Fait que c'est une grande boucle qu'on fait sur ce très beau volcan-là qui se trouve au sud-ouest du Mexique. On va aller passer aussi un peu de temps autour de l'Iztaccíhuatl puis le Popocatépetl, donc deux volcans assez connus. Mais là, cette année, ça, c'est la première édition où on faisait l'Iztaccíhuatl. Dans la future édition de 2026, j'ai décidé juste de le mettre de côté. Trop engageant, trop sablonneux, ouais, ça n'avait pas été un gros coup de cœur. Par contre, d'aller voir les lieux, de passer par le col de Cortez, au pied de ces montagnes-là, c'est vraiment très cool. Donc, on va les voir, mais on ne va pas faire l'ascension nécessairement. Et on va plutôt se concentrer sur le Pico de Orizaba, donc qui est le plus haut sommet du Mexique avec ses 5642 mètres. Camp de base qu'on peut accéder en Jeep. On ne va pas dormir dans un refuge, on va être plutôt en tente parce qu'on est plus en contrôle de notre environnement. Puis on va se squatter soit le refuge ou des cabanes auto pour faire la cuisine d'expédition parce que là, encore une fois, on contrôle tout le volet bouffe dans ce voyage-là. Ça va être le cas aussi en Équateur avec les refuges. Ravito qu'on peut faire dans les épiceries du Mexique qui offre vraiment une bonne diversité d'alimentation, beaucoup d'aliments de fraîcheur, etc. Donc, d'aliments de fraîcheur, des aliments frais, c'est ce que je voulais dire. Participation des gens, ça c'est toujours bien essentiel dans nos voyages. On fait participer les gens. Ça nous fait penser à d'autres choses, hein, que nos petits problèmes, vas-tu m'acclimater, comment je me sens, etc. Donc, pour nous, c'est fondamental. Puis ça fait partie aussi de l'échange qu'on a aussi avec nos guides locaux. Donc, les petits déjeuners matinaux, hein, parce qu'au Mexique, ça va être la même affaire. On part de nuit. C'est même motadine d'heure, là. Autour de minuit, on déjeune, puis 1 heure et demie, on part. OK? Donc, ceux qui sont des lève-tôt, là. En fait, il faut être un lève-tard. C'est relatif. OK. Donc, Pico de Rizaba, qui est tu sais, qui est pas très loin finalement de la ville. On voit en haut à gauche la ville de Puebla, qui est la capitale de la région du coin, puis tous les petits pueblos qu'on retrouve autour. Donc, c'est littéralement un volcan qui est au milieu de tout ça. Euh, ouais, ça, OK. Puis voilà. Donc c'est ça. Super volcan, donc qui est une pente là, donc, c'est des volcans ça, c'est encore moins technique, si vous voulez, que le Cotopaxi puis le KMB, parce qu'il y a très peu de crevasses sur cette pente de glacier-là. C'est le glacier Yampa. Mais ça reste qu'on va quand même garder un ratio de 1 pour 2 encordé. Il peut avoir une bonne pente vers la fin, peut-être autour de des petites portions à 40 degrés, pour arriver sur la caldeira sommitale qui nous mène jusqu'en haut. L'ambiance en haut, elle est géniale parce qu'on domine complètement l'espèce d'altiplano qui nous entoure à 2500 mètres. Donc, c'est quasiment 3000 mètres de dénivelé. C'est incroyable. Et c'est quand même un sommet où on doit déployer tout qu'un effort. Donc, il y a vraiment une sensation, tu sais, de victoire, d'accomplissement, si vous voulez, une fois qu'on y aboutit. Mais c'est une altitude accessible d'une certaine manière à 5600 mètres. Voilà ce que ça a l'air une fois qu'on descend. Donc, vous voyez que tu sais, c'est moins cassé, moins crevassé que les deux géants que je vous ai montrés en Équateur. On va toujours faire un peu d'intégration culturelle avec une. Alors, j'ai un blanc. Allez, les gens du Mexique, aidez-moi. Hein, ah, je suis fatigué. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est cool. Puis, tu sais, dans un voyage comme ça, là, Pignata, merci. En fait, c'est un petit quiz ce soir que je vous fais. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que nous, on travaille guide d'ici, qui s'en va là-bas avec un chauffeur qu'on engage directement. Tous les hébergements, on les fait à la pièce, puis on engage nos guides de montagne que pour les portions montagne. Donc, il n'y a pas d'équipe, c'est pas un provider local qui fait tout, rien. Non, c'est tout fait par nous-mêmes. Il y a très peu comment dire, d'intermédiaires.
Et on aime bien ça, nous autres, toujours mettre cette couleur-là locale, comme on l'a fait au comme on l'a fait en Équateur. Donc, si moindrement qu'il y a des visites, des activités culturelles, des immersions culturelles, comme cours de cuisine, entre autres, qu'on a fait dans une région de café pas loin, on aime ça le faire. Fait que ce voyage-là est construit dans cet esprit-là. On va finir par la super cité de Teotihuacan, là, autour de Mexico. Les plus grosses pyramides aztèques qu'on peut retrouver au Mexique. Ils sont une ville qui peut accueillir jusqu'à 100 000 habitants au 15e siècle. Donc voilà. Donc ça va être un beau mélange de tout ça. Ça dure 15 jours et ça se passe en novembre 26. Pour l'instant, sur le site Internet, la description n'est pas 100% dans la nouvelle mouture où je veux l'amener. J'ai retranché certaines affaires, comme je vous ai dit, mais la nouvelle mouture va émerger un an avant la date de départ, c'est-à-dire autour du 1er novembre prochain. 15 novembre max. Voilà. OK, on finit la soirée avec quelques photos Bolivie, puis Mont Casbec en Géorgie. OK? Donc, je vais très rapidement. Donc, pour savoir un peu où est-ce que ça va être la septième montagne, on ne sait pas encore. Soit Bolivie avec le Yimani, qui est cette montagne qui domine La Paz, 6400 des poussières. Et encore une fois, l'acclimatation autour. Les ruines de Tiwanaku, au sud de La Paz, le lac Titicaca, avec la ville de Copacabana. Pas la même que Mexique. Acclimatation sur le Huayna Potosí, oui, non, c'est trop commun, on n'est pas encore sûr, donc c'est en construction, tout ça, mais ça pourrait, parce que c'est un de mes premiers 6000 que j'ai pu faire il y a 22 ans. Ça me tenterait de refaire ça, même si plusieurs gens le font, mais peut-être qu'on va aller ailleurs. Ça reste quand même majestueux, là, ce sommet-là de 6088 mètres. La vallée de la Lune, toujours dans une perspective de, tu sais, on pousse vers un sommet, on vient en ville, on fait des énergies, on repart, on fait des visites. Donc, un peu construit dans l'esprit d'une étoile, là, si vous voulez, là, comme le Mexique et puis l'Équateur. Et puis, on aboutit sur ce grand sommet qui domine tout le haut plateau, l'altiplano bolivien, 6400 des poussières, avec une route normale qui est PD, donc pas difficile dans la cotation. Donc, tu as facile, pas difficile, difficile, comme ça va plus haut. Donc, c'est un peu similaire à les voies techniques du Cotopaxi. OK? Donc, c'est ça. Et puis, sinon, ben, juste un petit clin d'œil, Casbec. Donc, Casbec, 5047 mètres. Superbe montagne qu'on voit aussi depuis la ville de Casbegui. Donc, ça, c'est un voyage que j'ai pu faire en 2015 qui nous amène en fait, le but de ça, c'est de faire un trek dans une région qu'on appelle la Tusheti. On est à l'est de la Géorgie, au nord de Tbilissi, la capitale. On marche de village en village pour s'acclimater, pour découvrir des villages complètement hors du temps qu'on retrouve dans ce parc national-là. Donc, je vais vous le marquer ici, là, dans le petit chat, le parc national de Tusheti, un coup de cœur dans tout ce que j'ai pu faire dans le monde. OK? On s'acclimate comme le village de Darklo, le village d'Arthur, il y en a plein. Puis là, on marche littéralement d'un à l'autre. Oups. Vous voyez ça, c'est un peu hors du temps. Ça nous rappelle un peu le Népal dans les constructions de lodges comme ça, avec les vieux bâtiments en pierre, les tours d'observation pour pour les invasions et tout, qui sont assez particulières à la Géorgie et d'autres pays avoisinants. Donc, on va passer de l'est jusqu'à l'ouest avec un petit transfert routier qui va nous amener à Casbegui. Le Casbegui, on arrive en face du mont Casbec avec une super belle cathédrale sur le flanc de la montagne. Marche d'approche, nuit en refuge et ascension de cette montagne-là. On est vraiment dans la chaîne de montagnes du Caucase qui va séparer la Russie de la Géorgie. Au niveau climat politique, c'est calme en ce moment pour ça. Il n'y a pas de restrictions, etc. Donc, il y a une fenêtre de temps positive là, pour y aller. Une montagne qui est à peu près comme le Pico de Rizaba en termes de technique, c'est-à-dire très peu crevassé. De la pente, oui, la pente, 30-35 degrés, mais peu de crevasses, peu d'avalanches. On aime ça. Fait que ça, c'est ça. Je suis découragé par je suis déconcentré par le wow, le Mont Casbec. Mais le Mont Casbec. Puis après ça, on redescend, on va faire un arrêt à Mishreta.
superbe ville avec plein d'histoires, puis aussi Tbilissi, la capitale. Coup de cœur des villes dans le monde pour moi, là, parce qu'on est sur les routes de la soie là, depuis donc des millénaires, les commerces se croisent. Là-bas, on est aux confins de la Russie, de l'Empire mongol, si tu tires ça, là, parce que finalement, les pays d'Asie centrale sont pas très loin. Le pont vers l'Europe. Donc, on a toutes ces influences-là, tu sais, religion orthodoxe, religion musulmane un peu, variation chrétienne aussi ancienne. Donc, les saunas, les bains publics, etc., c'est hallucinant. Et surtout, la bonne table. La culture de l'époque, moi, j'en remonte à 2015 quand même, mon expérience là-bas. Mais la culture de l'époque, c'était une culture de jeunesse qui voulait s'émanciper, qui voulait rendre toutes les choses dynamiques. Donc, au niveau de la cuisine, des cafés, tout ce qui est culinaire, c'est incroyable parce que la Géorgie, par sa position géographique, il y a à peu près tout qui pousse là-bas, là. C'est tout au sud du Caucase, donc tout ce qui est la chaleur de la mer Noire, tout le climat sec et chaud est arrêté par le Caucase, donc donne pas mal de pluie, permet d'avoir une agriculture annuelle là-dessus, et donc une variété de produits comestibles incroyables, et toutes ces influences-là aussi culinaires. L'Iran est pas loin, l'Arménie est à côté, la Turquie. Donc, voilà. Donc, tu sais, même l'austérité russe, on la retrouve un peu moins quand même dans ce pays-là. Donc, gros coup de cœur. Donc, je pensais vraiment mettre ça pour 2027, par contre, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, parce que les saisons sont assez restreintes entre juin et septembre, à peu près inclusive. Voilà. Voilà pour nos hautes montagnes. Donc, sur le site, vous pouvez aller voir dans Alpinisme. On l'a mis dans Alpinisme. Si vous cliquez là dans la manière de voyager, vous allez voir toute notre offre. Sinon, on va retenir les noms que j'ai nommés. Et sortiront en ligne bientôt la version mouture revisitée du Mexique d'ici 2 semaines-ish. Et puis, peut-être un nouveau Imani ou mon Casbec, c'est pas mal. Les petits derniers là, que je vais couver. Et la couronne des 7 sommets, elle est toujours en évolution aux 2 ans. Tu sais. Fait que là, on est sur un cycle 26-27. Puis après ça, on va peut-être changer des choses pour le futur. Mais il y a certains classiques comme le Kilimanjaro, on n'en a pas parlé, la Concagua qui reviennent sur une base annuelle, le Cotopaxi aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est juste des montagnes qu'on maîtrise vraiment, vraiment très fort, parce qu'ils sont les plus belles, ils le sont dans notre cœur, du moins. Fait que, fait que voilà pour la couronne des sept et ça sera toujours évolutif dans le futur. Le Kili se situe où en termes de difficulté? Le Kili, ben, c'est le plus accessible de la gang, finalement. Le Kili, et là, ça n'enlève rien à son engagement, là. Je ne veux pas être discriminatoire contre le Kili, là, mais le Kili, c'est 5 895 mètres, mais c'est un trek de haute altitude. Donc, il n'y a pas de volet technique à ça. C'est sur 8 jours d'ascension avec l'acclimatation sur le mont Méru. Donc, il n'y a aucun volet technique sur le Kili. Donc, oui, il est plus accessible que le Cotopaxi parce qu'on n'a pas le volet alpinisme. T'sais. Par contre, Cotopaxi, volcan mexicain, c'est plus confortable globalement parce que le Kili, c'est un long trek en itinérance qu'on fait en campement dans un environnement quand même assez sec, poussiéreux, haute montagne. T'sais. Fait que ça dépend où vous situez, vous, la difficulté. Parce qu'en termes de marche, ça va être le même rythme, ça va être à peu près, c'est la même hauteur, il y a 3 mètres de différence. Tu sais. Par contre, si pour toi, la difficulté elle réside plus dans l'altitude, dans les conditions ou le confort, là, le Kili va devenir plus tough que Cotopaxi-Cambé, parce que Cotopaxi-Cambé ou les volcans mexicains, on revient toujours plus bas dans un contexte quand même agréable. Fait que c'est ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. J'ai fait une espèce de document qui explique nos sets, les difficultés particulières, les niveaux. Tu sais, mais pour vous donner un ordre d'idée, et peut-être conclure là-dessus pendant qu'il y a d'autres questions qui rentrent. Tu sais, le Kilimanjaro, pour nous, c'est une cotation 3 à l'échelle de tous nos voyages. Les Cotopaxi et Volcan mexicain, c'est 3 plus, parce qu'on n'est pas très haut, on ne passe pas la barre du 6 000 mètres. Mira Peak, on va être à une cotation 4, 4 plus. Puis à Concagua, c'est 5 parce qu'on flotte avec le 7 000. Puis le Pic Lénine, c'est 5 plus
parce que là, on dépasse le 7000. Puis parce qu'il y a des glaciers, puis parce qu'il y a plein de choses. Donc c'est ça. Puis notre échelle n'est pas plus que 5 plus, là. Donc, on n'ira pas plus que ça. T'sais. Rose de Salado, oui. Donc, je n'ai pas parlé, parce que là, la soirée est longue. Mais Rose de Salado, oui. En fait, il va sûrement fin 2027, soit novembre 2027, prendre la place éventuellement de la Concagua qui commence à se restreindre en termes de coûts. Les coûts là-bas explosent bien raide. On ne pense plus être en mesure de capable de bien le vendre pour le passer 2027, ça va être tough. On va éventuellement le remplacer par Oros del Salado. Mais je veux faire un Oros del Salado via le côté argentin parce que du côté chilien, c'est un peu surfait là, avec l'Atacama et tout. Mais ça reste que. Puis je veux le faire du côté argentin pour avoir mon guide argentin qui je travaille depuis des années sur la Concagua. Donc, ouais, à venir. À venir. Mais oui, c'est une expérience qu'on a beaucoup. On a fait au moins 4 à 5 expéditions sur le Rosel Salado dans le passé. C'est un immense pierrier de roche, là. C'est la Lune. C'est aller sur la Lune, le Rosel Salado. C'est superbe pour ce volet-là, là. Voilà, voilà. Ben, je vais vous présenter quelques photos. Pendant que je prends les dernières questions, sinon je remercie les gens présents. Attendez. Je montre des photos de l'Atacama Rose de Salado pendant que je regarde vos questions, là. Je ne suis pas capable de faire les deux, évidemment. Euh, ouais. Moustagata, c'est qui ça, Alain? Ouais. Ah, Moustagata, ouais, avec la Chine, c'est quand même plus tranquille de ce temps-ci. La fenêtre de temps, c'était 2020, hein. Mais il y a eu la COVID, mais il est dans ma liste. Puis moi, je ne me projette pas là, dans 20 ans, là, tu sais. Fait que c'est les deux prochaines. Ça va dans le second cycle, je pense, des Seven plus belles. 5750 mètres, Mustagata, très beau sommet dans le Xingshan en Chine. Et là, je passe quelques photos de l'Oros El Salado avec l'acclimatation sur la région de l'Atacama avec tous ces déserts complètement et les geysers de Terros, les sources thermales, la vallée de la Lune, c'est complètement pété, là. Les Laguna Mini, Caisse, Laguna Blanca, tu sais, ces paysages de fou qu'on trouve dans l'Atacama, ça reste des gros, gros, gros musts. Mais on retrouve à peu près des équivalents du côté argentin dans le Jujuy, et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, de faire une variante argentine de ça. Tu sais. Fait que voilà, voilà. Je vais vous montrer, je finis avec une photo là, qui s'appelle ben, photo de Rose de Salado. Là. Regardez ça, là, c'est vraiment la Lune, là, littéralement. Un environnement quand même austère, aride, très peu de précipitations. L'enjeu de l'eau comme dans Mad Max. Le super refuge à 5800 mètres. Oh, le grand confort ici. Fait que nous, on préfère y aller en tente. Maintenant, dans le temps où on acceptait encore ce refuge-là, on oublie ça maintenant. Mais regardez ça, t'sais. C'est quand même incroyable comme paysage. C'est pas de la neige qu'on voit, c'est une espèce de sable grisonnant blanc merci, au revoir. Tout le monde, ceux qui quittent. Le sommet, sa petite caldeira finale, l'ascension, il faut grimpouiller un peu là, pour arriver jusqu'en haut. Et puis, ça donne une vue incroyable. Puis encore une fois, c'est des volcans qui sont pas loin de la mer à cause du Chili ou du côté argentin, on trouvera bien, là. Mais la mer est pas loin, tu sais. Fait que c'est ça. Bon, fait que merci, je pense, vous avoir influencé. C'est une longue présentation. Finalement, je vois toujours trop grand. Donc, ben, merci de votre intérêt. Mon nom, c'est FX François Xavier. Vous pouvez me repérer un peu partout sur le site de Caravanier. Vous pouvez aussi m'écrire à fxa commercial caravanier.com si vous avez des questions pour approfondir une de ces merveilles. Donc, bonne soirée à tous, puis merci d'avoir été attentifs.